Laurent Roland Tonekes, mon bonjour à vous. Ahmed Arekpa, bonjour à vous également. Bonjour aux amis téléspectateurs et internautes. La presse, ce matin, Laurent Roland Tonekes, revient sur le récent communiqué du gouvernement au sujet de la filière soja. D'ailleurs, on en parle dans l'actu décalé tout à l'heure. Et il s'agit de sorties au niveau de certaines formations politiques. On parle de récupération, notamment. D'aucuns parlent, par exemple, d'une très bonne nouvelle pour les sojaculteurs, Laurent. Oui, je crois que quand on suit un peu les communiqués de deux formations politiques notamment, je pense que c'est de la récupération parce que quand les producteurs souffraient, on ne les a pas vus pour autant faire cause pour les producteurs et défendre l'intérêt des producteurs, quand bien même beaucoup parmi eux sont issus du milieu paysan, malheureusement, mais qui, une fois à l'Assemblée nationale, dans les villas dorées, dans les bureaux climatisés, ne pensent plus à leurs parents qui sont dans les champs et qui travaillent durement la terre dans une certaine mesure. Et donc, on a pu voir, oui, l'honorable Malik Gominan avait pris la parole, a interpellé le gouvernement, d'accord, mais en fait, en la matière, on n'a pas vu cela pour autant prospérer. Mais il eût fallu que les députés du Parti démocrate descendent sur le terrain avec image à la preuve, avec l'appui, pardon. Et c'est à ce moment certainement qu'on a pu voir que, et puis les différentes voix qui sont levées pour dénoncer le fait, la manière dont on traitait les producteurs, notamment les sojaculteurs. Certainement, ça a fait bouger les lignes parce qu'on a pu voir dans une vidéo du Parti démocrate qui circulait avec les pierres qui sont installées au niveau des frontières pour bloquer la voie à la sortie du soja. Donc, n'eût été certainement cette sortie et cette réaction du Parti démocrate, je ne pense pas que le pouvoir pouvait fléchir. Et donc, aujourd'hui, quand on voit, d'ailleurs même on voit à la une d'Abarou ce matin que les sojaculteurs, félicitent le BR de toute façon, alors qu'en réalité... Et les sojaculteurs de Tchaourou, oui, félicitent le BR. Talon et le BR. Alors, je me suis posé la question de savoir où étaient les membres du BR de Tchaourou quand les sojaculteurs souffraient. On ne les a pas vus prendre la parole. Et donc, quand on parle de BR de Tchaourou, je connais les députés qu'on peut citer, je connais les autorités locales qu'on peut citer. Je ne vais peut-être pas citer leur nom ce matin, mais je sais qu'ils se reconnaissent. Et donc, ce n'est pas quand les autres ont fait le travail et ont été durs dans les propos pour que peut-être le gouvernement puisse, dans une certaine mesure, faire semblant, parce qu'il y a ainsi là-dessus, de régler le problème des producteurs qui viennent... Puisqu'il s'agit là donc de faire semblant pour vous. On a fait semblant, Une certaine presse parle de rétropédalage ce matin. Non, mais écoutez, quand vous lisez tout le communiqué, la seule partie qui vient remettre en cause tout ce qui est dit, c'est exclusivement par le port de Cotonou. Donc déjà, ça annule tout ce qui avait été dit comme de bonne foi, entre griffes, si c'était vraiment de bonne foi. Et donc, quand on regarde tout ça... on y reviendra en tout cas. Mais on y reviendra, il n'y a pas de problème, je suis ouvert pour ça. Vous savez très bien que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, pour dire quoi? Donc, quand je vois que les membres du BR sont félicités par les sojaculteurs, je ris, j'en ris d'ailleurs. Je dis, mais écoutez, de quoi parlons-nous? De toute façon, on a pris un communiqué, mais le communiqué en question ne règle pas pour autant encore le problème des sojaculteurs. Et c'est ça le véritable problème qu'il faut chercher à résoudre. Est-ce que ce que nous avons sorti comme communiqué là maintenant règle le problème des sojaculteurs? On a évoqué la question du port, on a évoqué les frontières terrestres qui sont fermées, par lesquelles on empêche les gens de sortir le produit. On sait que quand le produit passe par le port de Cotonou, ça prend pas un certain nombre de processus, un certain nombre de mécanismes, et ça peut renflouer les caisses d'une société peut-être que je ne citerai pas ici ce matin, dans une certaine mesure. Donc, il y a tout un piège derrière ça. Et d'ailleurs, quand on dit par le port de Cotonou, c'est quand même des tasses. On a tout fait de dire qu'on a diminué 140 à 130. On a passé de 140 à 30 francs. C'est 110 francs quand même en moins. Non, ça c'est une tasse qui est prise par kilogramme, en tout cas. Donc, de toute façon. Mais le problème, c'est que... de recherche voilà, en la matière. Contribution à la recherche agricole. Mais on ne vous a pas dit combien ça peut coûter les formalités douanières. C'est ça le véritable problème. On ne vous a pas dit comment ça va coûter. Maintenant, ça veut dire quoi? Quelque part, il y a des clients extérieurs, en tout cas des exportateurs, qui ne peuvent pas acheter le produit.
Et donc, quand on va tourner, ça va tourner encore autour d'une seule personne qui peut acheter encore le soja chez les producteurs. Donc, en réalité, il y a un gros piège dans ce communiqué. Ça ne résout aucun problème pour les producteurs. On y reviendra, comme je l'ai dit, dans l'actu décalé, Laurent Roland Tonengues pour l'heure. Le quotidien Palmarès écrit ce matin, dernière mesure de commercialisation prise par le gouvernement. Le soja au cœur de la politique entre mouvance et opposition. Là encore, on fait de la politique. Oui, non, écoutez, qu'on le veuille pas, les questions, les faux pas de la mouvance présidentielle seront analysés au peigne fin par les députés de l'opposition. Et donc, c'est à l'opposition, à la mouvance présidentielle de faire attention pour ne pas créer des précédents qui pourront servir de terreau pour, en réalité, permettre aux opposants de gagner du terrain. Aussi longtemps que le pouvoir en place va continuer à faire des erreurs en la matière, c'est que ça va profiter aux opposants qui vont récupérer automatiquement et en faire un débat politique. Et puis, bonjour les dégâts pour eux, parce que plus on évolue vers 2026, plus il y a de ces situations, plus on sera dans une situation où on comprendra que les gens vont perdre en termes de militants et les autres pourraient gagner en termes de militants également. Donc, toute question aujourd'hui deviendra forcément une question politique au cœur des débats entre mouvance et opposition. Et c'est à la mouvance de savoir comment s'y prendre pour ne pas donner des avantages aux opposants qui pourront surfer sur tous les terrains. Et ce serait à leur actif. Décryptage info écrit, disons, en étroit lien quand même avec, ce sujet donc relatif à la commercialisation du soja. Laurent Roland Tonengues, interdiction d'exportation par voie terrestre de produits agricoles, le Bénin sur les pas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Oui, je crois que ce n'est pas parce que ça se fait en Côte d'Ivoire et en Guinée qu'il faut le faire au Bénin. Les réalités ne sont pas les mêmes partout. Mais c'est au moins un élément pour montrer que, oui, ce n'est pas forcément une question de mauvaise foi et qu'on n'est pas les seuls à prendre ce genre de mesures. Attention, quand on interdit ça en Côte d'Ivoire, allez chercher les contours et le contexte dans lequel ça se présente, cette situation. Allez voir le même contexte en Guinée, je parie que ça ne va pas être la même chose. Et je me permettrai de fouiller, de comprendre. Mais pour le cas d'espèce pour le Bénin, je pense qu'on ne va pas tenir compte de ce qui se passe ailleurs pour dire que c'est un modèle, un exemple à suivre, qu'on doit exactement faire ce que les autres font. Il y a des contextes. Écoutez, vous avez un pays où vous avez plusieurs kilomètres, des milliers de kilomètres avec d'autres pays. D'accord? Et au niveau de ces frontières, il y a des transactions. Dans le même temps, il y a des transactions, je le redis encore ce matin, l'essence de contrebande passe par les frontières, certaines frontières. On prend des tasses sur l'essence de contrebande. Et donc, quand il s'agit du coton, on estime qu'on ne peut pas sécuriser au niveau des frontières pour voir la sortie des produits et prendre les tasses sur les produits et qu'il faut nécessairement passer par Cotonou. C'est totalement absurde pour moi. J'estime fondamentalement que les producteurs qui ont produit le soja, on doit pouvoir créer les conditions pour leur permettre de vivre pleinement de ce qu'ils ont fait. Parce que, je le dis une fois encore ce matin, on ne les a pas soutenus quand ils faisaient du soja. Pourquoi? C'est quand ils ont fini de produire. Parce que peut-être ils ont délaissé une autre production qu'on veut peut-être... J'ai comme l'impression que on inflige une punition aux producteurs. C'est l'impression que j'ai. Et je parie que c'est l'impression que beaucoup de personnes ont, et notamment des producteurs, parce que j'ai eu la chance quand même de discuter avec 1, 2, 3 producteurs. Et je crois que même après l'émission de vendredi, un producteur m'a appelé tout triste pour dire, mais écoute, des gens sont endettés, sont en difficulté. D'ailleurs, on a déjà acheté le produit à vil prix chez certains, ils ont déjà tout vendu. Et ils ont eu du mal à rembourser les dettes. Ceux-là vont dire quoi? Aujourd'hui, on dit de fixer le prix nous-mêmes. Mais au fond, on ne vous dit pas combien est-ce que ça peut coûter les tracasseries douanières. Et donc, il y aura tellement de tracasseries que même certains exportateurs, qui ne sont pas des clients en griffe qu'on connaît, seront découragés, n'auront pas envie d'acheter le soja, parce que quand ils vont vous faire mettre dans la balance les coûts, ils peuvent être découragés pour dire, écoutez, autant me laisser, on n'en veut plus. Finalement, ce sera centralisé par toujours le même groupe. Pourquoi peinez-vous à prêter bonne foi au gouvernement, Laurent Roland Tonengues? Cela rejoint d'ailleurs la conférence de presse, si je ne m'abuse, tenue par le Parti des démocrates au sujet de ce communiqué du gouvernement.
qui, oui, quelque part, pour qui a lu en tout cas le communiqué final, revient également sur cet aspect, estimant en tout cas, espérer qu'il ne s'agit pas là, une fois de plus, pour le régime de la rupture, de faire comme à l'accoutumée de la ruse et de la rage. Vous savez, j'ai été tellement, et Dieu m'est témoin, occupé ce week-end que je n'ai même pas suivi le contenu de cette conférence de presse des démocrates. Ça, je l'avoue, je n'ai pas du tout suivi. Mais soit c'est mon analyse, c'est le constat que je fais. L'autre chose très importante à dire là-dessus, et comme je l'ai dit, on revient là-dessus quand même dans l'actu décalé, c'est que oui, le parti, les démocrates aussi, s'épanchent sur le cas, par exemple, de ces producteurs qui ont été lésés, d'accord, qui ont connu beaucoup de torts au détour de la saison réparer le dommage précédente. Qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement pour justement réparer ces torts quand on sait que malheureusement il y en a qui se sont donné la mort, quand on sait que malheureusement il y en a qui sont en cavale, qui ont fui carrément leur domicile parce qu'il y en a qui sont en prison déjà parce que dans l'incapacité de payer les dettes. Bien sûr. Donc ce communiqué qui normalement devrait même rassurer certains d'autres producteurs qui ont encore des produits dans leur grenier. En stock. Écoutez, ça vient c'est qu'on donne un espoir. Oui. Okay, pour la suite, oui. En réalité, quand vous suivez vous lisez le communiqué, première chose, c'est que vous êtes content pour les producteurs. Bien sûr. Mais le drame, pour la saison à venir, en tout cas. Mais on ne vous a pas dit ce qui est... Moi, de mon analyse... Vous pensez que là encore, il y a ruse? Non, attendez. Vous êtes client à Ahmed Arekpa pour acheter le soja chez moi, Laurent Tonninkès. On me dit que je peux fixer le prix, d'accord? Donc, je peux ramener ça à 45 000, le prix auquel les gens ont vendu ça par le passé. Vous achetez ça. Ce n'est pas encore un problème parce que vous, client, vous aviez l'habitude d'acheter ça à ce prix. Donc, acheter à ce prix, ce n'est pas un problème pour vous. Mais au niveau de la douane, du port, ce qui vous attend là-bas, vous ne savez pas. Combien on va fixer? Parce qu'on n'a pas eu juste de 30 francs, de 140 à 130 francs pour contribution à la recherche agricole. Mais on n'a pas dit combien ça peut coûter les tasses à la douane, les frais, vous comprenez un peu? Il faut espérer que le gouvernement... Non, mais justement, nous sommes là, non? Nous sommes au Bénin. Les mesures idoines pour que cela ne revienne pas trop cher. De toute façon, vous et moi, nous ne voyageons pas. En tout cas, je ne sais pas si vous avez le programme de voyager la prochaine semaine. Nous sommes encore au Bénin. Non, normalement. Nous sommes encore au Bénin. Jusqu'à nouveau désordre. Bon, c'est vrai que même si vous l'avez, vous ne le direz pas publiquement. C'est ça. Alors, de toute façon. Donc, en fait, nous sommes encore au Bénin. Nous allons attendre. Et vous allez voir, dans les prochains jours, comment est-ce que les exportateurs vont se prononcer. Et on sera là encore pour aviser. Bien sûr, Laurent Roland Tonninkès. Alors, je parlais de ce communiqué du Parti des démocrates, puisque le parti ne s'en arrête pas là. En tout cas, de toute façon, on revient sur le sujet, comme je l'ai dit. Je vous donnerai lecture de ce fameux communiqué du parti les démocrates, parce que le parti soulève beaucoup de points quand même, beaucoup de points d'ombre. Voilà la question, par exemple, du communiqué, d'accord, du secrétaire du gouvernement qui vient, un peu comme pour peut-être annuler tout ce qui a été pris comme décision récemment par rapport à la filière, quand on sait que c'est un décret qui avait été pris à l'époque. Alors, est-ce que ce communiqué vient annuler le décret? Il y a des questions à se poser. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, justement, prendre un nouveau je n'ai pas voulu aborder cet aspect parce que si j'abordais cet aspect, on me traiterait toujours de polémiste. Alors qu'en réalité, la réalité est là. Les producteurs souffrent. Oui, on y reviendra. Changer la stratégie. Parlons d'autres producteurs, ceux du coton cette fois avec Matin Libre. Ceci expliquera peut-être cela. Laurent Roland Tonninkès, baisse envisagée de la production du coton. Comment le gouvernement s'est fait harakiri? Oui, je l'ai dit, en fait, ceux qui produisent le soja sont ceux qui produisaient le coton également. Et dans une certaine mesure, les gens ont commencé par réagir pour dire, écoutez, tel qu'on continue de gérer, de traiter avec nous en termes dans la production du coton, ça ne nous arrange pas. Il vaut mieux aller vers le soja qui coûte cher, vers le soja qui coûte cher. Donc, à un moment donné, ceux qui continuaient à produire au moins une quantité de ce coton encore, et qui ont produit du soja, compte tenu de la déception qu'ils ont connue dans la gestion de la campagne du soja, commercial du soja, se sont jurés ne plus jamais aller faire le coton. J'ai au moins 2-3 exemples avec qui j'ai discuté. Il y a un qui a dit clairement que toute sa vie, il ne fera plus jamais le coton. Et pourtant, il emblavait des hectares de coton par le passé. Et donc,
pour vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, pour que nous baissions en termes de production cotonnière, c'est la faute au pouvoir en place. C'est à eux de revoir encore leur fusil d'épaule. C'est à eux de revoir leur stratégie pour davantage rassurer les producteurs. Aussi longtemps que la force sera utilisée entre griffes, l'autre nous parlera de ruse et de rage dans une certaine mesure, aussi longtemps que ce sera comme ça, c'est que les producteurs vont délaisser progressivement le coton. Et je sais que le coton apporte énormément de devises au Bénin, et même si ça apporte des devises à un groupe dans une certaine mesure, ça apporte quand même des devises pas non moins importantes pour l'économie du Bénin. Et le Bénin qui s'est vanté d'être le premier producteur de coton dans la sous-région, aujourd'hui se retrouve à une position où on envisage autour de 550 000 tonnes, alors qu'on était parti pratiquement pour faire 800 000 tonnes par le passé. Et donc, il y a matière à réflexion. Et c'est seulement Patrice Talon et son gouvernement qui doit pouvoir s'asseoir et remettre sur la table les doléances des producteurs, donner de la valeur aux producteurs, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les producteurs souffrent, mais en même temps, ne sont pas les mieux nantis dans cette affaire. Et c'est pour ça que nous devons réfléchir, nous tous à tous les niveaux. Et le pouvoir en place en premier, Patrice Talon et son gouvernement savent ce qu'il faut faire pour davantage rassurer les producteurs. Autrement, nous allons peut-être assister, pourquoi pas, je ne serai pas mauvais prophète quand même, mais si on continue comme ça, on risque de se retrouver à 300 000 tonnes de coton pour la prochaine campagne ou 400 000 tonnes. Et de ce point de vue, c'est que nous perdons davantage. Et puisque nous perdons en termes de production, c'est que nous perdons en termes de devises. Alors que déjà, c'est déjà difficile de régler les problèmes des travailleurs, c'est déjà difficile de régler les problèmes des AME, c'est déjà difficile de réaliser des infrastructures dans notre pays parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc aussi longtemps que ceux qui pourraient nous donner de l'argent en dehors du port autonome, si ça doit chuter également, ça ne fait pas bien. Allez, un tour à l'Assemblée nationale. Je précise que l'autre fait d'actualité du week-end est rattaché à cet énième échec des guépards. On y est habitué depuis peu. La presse en parle abondamment ce matin et on y reviendra. Mais avant, faisons donc un tour à l'Assemblée nationale, si vous le permettez. Laurent Roland-Tonnerre Nkès, balai des ministres et président d'institution devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le ministre Wadaï a ouvert le bal vendredi dernier. Oui, le ministre Wadaï allait expliquer ce qui sous-tend le budget de son ministère, mais également le budget, en tout cas, celui qui était le chef d'orchestre du budget de 2024. On va suivre 3199,274 On va suivre au cours de la semaine les passages des différents ministres. On va voir ce que chacun prévoit investir. En tout cas, le ministère de chacun prévoit investir au Bénin au cours de l'année 2024. Toujours est-il qu'on a voté un budget en 2023. Concrètement, qu'est-ce qui a pu être réalisé dans ce budget? Où en sommes-nous? Parfois, on a besoin de savoir ces choses. Malheureusement, on n'en sait pas grand-chose pour autant, sachant que c'est difficile d'avoir l'information chez le pouvoir en place actuel, donc c'est difficile. Mais toujours est-il que ce que je vais leur demander, c'est de pouvoir prévoir beaucoup plus d'infrastructures de qualité. En fait, je ne veux pas parler des voies, parce qu'on me dira que les voies sont réalisées. On parlera d'asphaltage, on parlera d'hôtels, je ne sais quoi. On parlera de musées. Réhabilitation des hôpitaux, par exemple, d'ailleurs. Oui. Mais j'insiste là-dessus, l'éducation est la priorité des priorités. Et normalement, pour ce budget de 2024, on doit pouvoir inscrire la réalisation d'infrastructures scolaires de qualité. On doit inscrire la situation des AME arrangée. On doit inscrire les problèmes des travailleurs, notamment du personnel enseignant. C'est très important. Si on fait... Chauvin, il faut inscrire aussi l'aide de l'État à la presse privée. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Je ne rêve pas et je ne rêverai pas. D'accord. Parce qu'il y a par exemple le FADEM. Dans la caisse du FADEM, normalement, Fonds d'appui au développement des médias, je crois, il doit avoir plus d'1 milliard ou environ 2 milliards là, qui dorment là. Qu'est-ce qu'on en fait? On en a fait, première chose. Et deuxième chose, vous savez, depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a plus d'aide à la presse. Alors, il ne faut pas rêver, ce n'est pas la fin. Peut-être que vers la fin, puisque vers la fin, on veut remonter dans les sondages, dans une certaine mesure,
pour arranger la place à son successeur, peut-être que ça peut arriver. Mais moi, j'ai appris à ne plus jamais rêver avec le pouvoir en place. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir quelque chose avec le pouvoir en place, vous l'aurez. Mais si vous restez là à rêver, je crois que ce serait plus bêtise de votre part que de continuer à rêver. Les médias doivent davantage se prendre en charge. Davantage, j'insiste là-dessus, j'insiste sur davantage se prendre en charge, créer les conditions pour renflouer leur caisse plutôt de continuer à espérer une aide à la presse. Ce n'est pas évident. Une hypothétique aide finalement à vous écouter. Laquelle aide en réalité vous met parfois la corde au cou. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a séparation des pouvoirs République du Bénin jusqu'à nouvel ordre. Pour revenir sur la question du budget, sur la question du budget, Laurent Roland-Tonné, qu'est-ce passera ou passera pas? Passera ou passera pas sur la question du budget à l'Assemblée nationale? Ça peut passer. Il se peut que les députés de l'opposition rejettent, et c'est pour ça que, on vous appelle, la loi d'amnistie a été inscrite certainement à l'heure du jour. C'est-à-dire que ça va être, à un moment donné, quand ça va sembler être difficile, ce sera du donner et du recevoir. Vous me tendez la perche justement, puisque j'allais vous interroger également sur la question. Dynamisme Info écrit ce matin, loi d'amnistie à l'ordre du jour au Parlement, initiative de bonne foi ou jeu de ruse. La ruse et la rage continuent de faire son bonhomme. Pensez que c'est toujours d'actualité? Continue de faire son bonhomme de chemin. J'ai dit... les députés de l'opposition ont montré les signaux, ont donné la lettre en rejetant le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Donc c'était déjà un signal assez fort pour dire qu'il se peut que le budget soit rejeté par les députés de l'opposition. Et dans ces conditions, on peut leur mettre sur la table, ok, nous voterons la loi sur l'amnistie, mais en contrepartie, vous votez le budget. Mais je sais que beaucoup parmi eux sont assez instruits, qui comprennent qu'une loi, c'est assez de processus. C'est-à-dire qu'une loi votée à l'Assemblée nationale, il faut attendre que la Cour constitutionnelle déclare sa constitutionnalité ou non. Maintenant, après, il faut attendre que Patrice Talon promulgue. Et quand Patrice Talon finit de promulguer, il faut le décret d'application. Donc, tout ça, c'est qu'on peut voter la loi à l'Assemblée nationale aussi facilement, mais la suite peut prendre du temps. Donc, ça peut être un piège. À l'Assemblée nationale, toujours, Laurent Roland-Tonné, quel traitement des AME par le gouvernement? Les démocrates adressent une question orale pour aider à tout comprendre. Il s'agit notamment de Nouré-Nou, le deuxième vice-président du parti. Les démocrates, porte-parole. Bon, en fait, il n'est plus porte-parole maintenant. Non. Alors, je crois que oui, la situation des AME, on en parle, et on n'en parlera jamais assez. C'est assez difficile d'en parler parce que quand vous regardez comment les gens... J'ai dit, les AME font le travail depuis un moment et on produit les résultats. Si on a pu avoir de bons résultats pour les années scolaires, les différentes années scolaires, l'année surpassée et l'année passée, je crois que 2021, 2022, 2022, 2023, je crois que les AME ont contribué énormément à quelque chose. Et pourquoi continuer à traiter ces personnes comme des sous-enseignants? Et pourtant, vous les avez appelés AME. Ce qui est choquant, parce que je reviens encore, des gens ont fait l'école normale. D'accord? Quelqu'un qui fait l'école normale est un aspirant parce qu'il veut être enseignant. Et quand il finit, il sort normalement, il a le titre d'enseignant. Certains parmi eux ont fait l'école... Sur le papier. Mais sur le papier, c'est le titre. Écoutez, et comment vous appelez? Ahmed Arekpa, vous finissez de faire vos études au CESTI au Sénégal. Vous êtes journaliste, c'est pas sur papier. Vous êtes journaliste. Oui, vous êtes journaliste, mais après, je pense qu'on a déjà vu justement. Cette discussion la je dis clairement ma position. Non, ne dites pas des trucs comme ça. Sur la question. Si je veux être mécanicien et que je vais dans un atelier, j'apprends, j'ai fini, j'ai mon parchemin, je suis mécanicien. C'est pas parce que je n'ai pas encore touché une moto que je ne suis pas mécanicien. Attention, parce que ceux-là... Laissez-moi être très clair. Les gens là... Laissez-moi, Laurent, être très clair. On ne va même pas sur ce terrain. Non, je comprends. Non, je comprends. Laissez-moi... Oui, Laurent. Ils sont des enseignants pleinement
et qui font un travail énorme pour la J'aime mieux ce discours. En fait, j'aime mieux ce discours que quand on s'en prend en fait à la dénomination. Parce qu'on pense en termes de dénomination, c'est très subjectif. Vous savez, quand vous faites le CESTI, justement, vous êtes journaliste sur le papier, d'accord? Quand vous voulez intégrer un organe de presse et que vous n'êtes pas recruté directement, vous passez par un processus de stage, par exemple. Vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas journaliste. Vous pouvez faire votre stage sur 3 mois, sur 6 mois. Vous demeurez stagiaire, même si vous avez le diplôme de journaliste. Alors, je pense que dans le cas d'espèce, c'est de cela qu'il s'agit. La dénomination importe peu. La vraie question, c'est le traitement. Ce n'est pas la dénomination, non, pour moi. Je ne suis pas d'accord avec votre explication. D'accord, vous n'êtes pas d'accord. Une fois que j'ai le parchemin en main, j'ai le titre. Oui, mais le problème, c'est que... Laurent, nous avons déjà reçu ici, par exemple, des stagiaires, d'accord, qui avaient tout au moins la licence en journalisme, qui pourraient donc prétendre, d'accord, qu'on peut recruter. Okay, oui, mais qu'on a reçu comme stagiaire. Alors, est-ce que vous nous direz qu'il faut alors les appeler journalistes? Le stage, est juste... Est-ce que vous nous direz que dans le contexte de EDEN, il faut les appeler journalistes? Non, mais s'ils ont la licence en journalisme, ils sont journalistes. Oui, mais on les appellera à EDEN stagiaires. Non, mais parce qu'à un moment donné, ils ont voulu... Justement, ils ont voulu. Donc, à aucun moment, on a forcé un AME à devenir AME. Personne n'a été forcé. Quand vous entrez dans un système... Quelqu'un peut finir formation, automatiquement, on le recrute avec son titre. Bien sûr. D'accord? Donc, quand on s'en tient à ça, souffrez que je dise... Ceux qui ont fini, montrer les preuves là, changez-moi ce nom, AME. C'est dégradant pour eux. Mettez à arranger leur situation professionnels. Ce n'est pas bien. Ils ne sont pas des sous-enseignants. Ils sont des enseignants pleins qui contribuent énormément à l'éducation nationale. Je suis d'accord qu'il faut arranger leur situation, mais les questions de dénomination, je pense que c'est assez subjectif. De toute façon, allez, c'est mon avis. Dégradant aussi, là, on en parle, Laurent Roland Toninkès avec Émergence Info, Guépard du Bénin, battu en Afrique du Sud, la défaite devenue la règle, la victoire l'exception. Écoutez, est-ce que vous attendez encore, vous espérez encore quelque chose de cette équipe? Vous espérez quelque chose de vous? L'effectif est renouvelé. Bon oeil. L'argent du contribuable, pour moi, on continue de gaspiller ça. Équipe, moi je le dis, vous pouvez avoir mal, équipe à dissoudre purement et simplement, passer à autre chose, mettre l'argent qu'on met à disposition de ces gens-là, en affrétant un vol spécial, mettre l'argent peut-être dans les centres de formation, ou bien aller construire des salles de classe pour les écoles. C'est la meilleure option. Moi, j'ai fini avec ça. Moi, j'estime qu'ils ont fait un match avec le Lesotho, non? Le 21. En 2020, je crois, ils ont joué face au Lesotho. C'est vrai qu'ils ont battu le Lesotho 1-0 le 14 novembre 2020. Oui, il y a 3 ans ou 4 ans. Donc, je crois qu'on ne va pas espérer pas autant grand-chose. Ils vont peut-être battre, et puis le Lesotho, ce n'est pas une grande équipe. Ils vont battre, et puis on va commencer par... Comme nous sommes émotifs, on va dire oui, ils ont gagné match, c'est du n'importe quoi. Pipo, cette équipe est à dissoudre purement et simplement. S'il faut quitter les compétitions internationales pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, reconstituer une équipe. Parce que quand vous avez suivi l'interview du sélectionneur qui dit que oui, quand on est en face d'une équipe qui joue soudée et qui se comprennent, que c'est difficile, ça veut dire qu'alors on a un problème. Le problème, c'est que ayant des joueurs qui se connaissent, qui jouent ensemble pendant un moment. Parce que si lui-même le dit comme ça, pourquoi il allait nous chercher des gens dans des quartiers en France ou bien en Belgique ou en Suisse, je ne sais quoi? Oui, mais le même sélectionneur a été très clair sur le contenu de son contrat, entre autres. Il est là pour un projet de 3 ans. Ce qu'on lui demande essentiellement, c'est de renouveler l'équipe, c'est de rajeunir l'effectif. Mais écoutez, il est là pour ce travail dans les 3 ans, ne peut pas se faire du jour au lendemain. On a un projet de 3 ans. On ne renouvelle pas un effectif vous voyez, en l'espace de quelques mois. Vous voyez, c'est pourquoi moi je ne vais plus au stade. C'est vrai que j'ai été journaliste sportif par le passé, mais je souffre dans ma peau parfois quand je vois que les nôtres sont battus, sont malmenés, ou bien sont... Continuez-vous de suivre quand même les matchs des Guépards ou vous ne les suivez pratiquement plus? Je ne suis pratiquement plus. Après, je suis le résumé fait souvent sur sa page par le confrère de la télévision nationale, Blaise Adampo. Je suis sur sa page, ce qui se passe. Et Roméo Acloso également. Il y a un troisième. Je suis le résumé là. Parce qu'en fait, je me dis, finalement, je peux prendre ce temps-là pour faire le jeu. Après, je vais voir le score parfois. C'est vrai que pour le dernier match face à l'Afrique du Sud, j'ai pu suivre en direct par rapport à un confrère qui avait mis un lien là.
bien. Sinon que je ne me gêne plus pour aller suivre. Parce que je me dis suffisamment, je suis assez sensible, surtout quand on les malmène. Vous estimez comme peut-être le quotidien Dynamisme Info ce matin que les guépards, ça ne vaut pas la peine? Enfin, c'est une exclamation. Écureuil à guépard, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. C'est-à-dire c'est le même schéma. C'est-à-dire le problème n'était pas le nom. C'est le fond. Le fond, c'est... Je pense qu'on l'a longuement dit par ici. Oui, c'est s'asseoir et de réfléchir sérieusement pour le football béninois. À la loupe, les choses... On se rejoint. En réalité, ce n'est pas une question de dénomination. Oui. C'est le fond. C'est le fond. Il faut changer. Voilà. Il faut changer. Dans un sens comme dans l'autre. D'un sujet à un autre, ce n'est pas la dénomination. Mais il faut aussi dire que notre sélectionneur est fatigué. Le gars n'a plus la tête sur les épaules. Un bon photographe quand même, parce qu'on l'a vu sur les réseaux, la photo. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Oui, il est fatigué. Moi, je pense que on peut, si ce n'est que ce qu'il dit là, il est là pour 3 ans, il va renouveler l'effectif, donc ça prend du temps. Si c'est ça, il y a des joueurs, des entraîneurs qu'on peut voir au plan local qui peuvent faire ce travail-là. Vous pensez qu'il vaut mieux recourir au service local? Il y a des entraîneurs locaux qui peuvent faire le travail si ce n'est que ça son problème, son objectif, ce qu'on lui a donné comme cahier de charge. Non, si ce n'est que ça. Parce qu'en réalité, si ce n'est que ça, on peut prendre n'importe, on peut trouver un entraîneur local, il y en a. Je sais qu'il y en a qui peut faire le travail en attendant. Quand on essaie de grandir avec les jeunes. Mais quand il va chercher, il amène et puis finalement on n'a pas les mêmes résultats. Après, c'est pour dire quoi? C'est pour trouver des raisons pour justifier la honte, malheureusement. Et l'argent du contribuable, ça part en fumée. Chaque fois, ça part en fumée. Et pourtant, on a besoin d'argent dans le pays pour faire d'autres choses. Le Bénin ne mérite pas ça. C'est que ça profite à un groupe, la groupuscule qui en jouit, et qui sont les premiers à sauter dans l'avion quand il y a match des écureuils. Je sais qu'ils ne seront jamais d'accord parce que c'est leur couper le biberon dans une certaine mesure. Mais il va falloir à un moment donné avoir le courage de leur couper le biberon. Le grand jury écrit ce matin, en tout cas, défaite répétée des guépards malgré l'effort du gouvernement. Le Bénin ne mérite pas ça. Nécessité de consulter l'oracle. Vous pouvez c'est qu'en fin d'année, on va de plus en plus consulter l'oracle maintenant. Non, vous voulez consulter, vous voulez faire le Khoifa ou le Tofa pour les guépards. Les gens ont fait Tofa ici, on a vu les conséquences. Tout a brûlé et beaucoup de personnes meurent. Donc si c'est le Tofa qui va vous régler le problème, allez-y faire, on attend de voir. Je vous dis, ce n'est pas faire le Tofa, ce n'est pas faire le prière. Changez l'équipe, changez les gars. Les gars sont fatigués, ils n'ont plus de compétition en jambes. Les gars sont dans leurs équipes. Attendez, ne jouent plus, ils sont au banc, assis au banc, durant 10 minutes dans leur club. Vous allez les chercher, vous pouvez avoir quel résultat? Vous voulez quel résultat? Vous pensez que le football, c'est de la magie? C'est du travail. Si Cristiano Ronaldo et autres sont à ce niveau, si Sadio Mané et autres, les Sénégalais sont à ce niveau, en 2022, les Sénégalais ont tout raflé. Chan, Coupe d'Afrique des Nations, Junior, tout. Vous pensez que c'est de la magie? Les gens ont travaillé dans leur pays, ensemble. Ils ont grandi ensemble. Et ils ont un fond de jeu assez plaisant, qui convainc dans une certaine mesure. Vous n'avez rien de tout ça. À la veille des compétitions, on prend l'avion à un sélectionneur qui va se promener en Europe ou je ne sais quoi, pour nous ramener des noms pour dire qu'on l'a retrouvé un tel jour dans tel club, tel jour dans tel club. Alors que les gars sont dans les clubs, mais on ne les aligne même pas. Peut-être ils vont jouer, c'est quand un joueur est blessé, peut-être on n'a plus de solution, qu'on leur fait appel pour jouer 5 minutes dans les compétitions. Et c'est des gens comme ça vous amenez ici pour dire que vous avez joué. Il y a de l'argent à mettre dans la compétition, dans les compétitions locales, dans les centres de formation, pour former des jeunes. Je le répète encore, cet exemple de 2019, celui qui a marqué le but au Bénin, pour éliminer le Bénin, c'est Gana Gueye, a été formé dans le club de Adjoumi Boko au Sénégal. Et tous ces jeunes-là, ils ont été formés ensemble, Génération Foot, Diamba au Sénégal. Vous avez quel exemple de Diamba ou de Génération Foot au Bénin? Vous n'en avez pas et vous voulez le résultat. Parfois, quand il y a compétition, on rentre dans les avions et des gens qui ont même parfois le temps d'amener même des copines pour aller se défouler dans les pays. Et vous pensez que c'est comme ça qu'il faut avoir le résultat. Mais il faut qu'on leur dise la vérité. Arrêtez le bordel. On a l'impression que votre passé de journaliste sportif, vous en gardez beaucoup de séquelles. Non, mais moi, j'ai vu beaucoup de choses. Vous avez certainement emmagasiné beaucoup de ressentiments. Vous savez, je ne suis pas du genre... Vous savez, moi, j'ai observé beaucoup de choses quand j'étais journaliste sportif. Après, quand j'ai quitté, je suis parti, j'ai pu observer beaucoup de choses
de loin. J'ai de la peine parfois pour des journalistes sportifs qui font le travail, mais qui souffrent parfois au cours des matchs. Je pense qu'il faut vraiment tout raccrocher maintenant. Ce n'est même pas une victoire face aux Lesotho qui va régler le problème. Parce que je suppose qu'ils peuvent battre les Lesotho 1-0, 2-0 pour les prochains matchs. Ou faire nul. Et on va penser que c'est quelque chose. Il y a du mieux. Non, quel mieux. Arrêtez ça et vite. Du sport à la politique, il n'y a qu'un pas. La preuve, George Weah au Libéria. George Weah d'ailleurs qui devient, selon le grand jury, le 32e chef d'État africain démocrate en exercice à reconnaître sa défaite. Et de ce fait, justement, Joseph Boakai est devenu, le nouveau président. Dans quelques jours, il sera installé. Ah oui, Joseph Boakai est un vénard. J'ai dit c'est un vénard. Il était vice-président sous Ellen Johnson Sirleaf. Et il était face à George Weah pour la dernière présidentielle. Et donc, il était deuxième. Puis, ça fallait, il allait gagner, mais ça n'a pas marché pour lui. Mais il n'a pas raccroché. À plus de 70 ans, il est revenu à la charge cette année. Il a gagné les élections. Ce qu'il faut reconnaître aussi aujourd'hui, c'est le fair play de George Weah. George Weah qui a fait une continuité du fair play du football à la politique, en reconnaissant sa défaite et en appelant, même avant les résultats définitifs. Différence de moins d'1%. Voilà, même avant les résultats définitifs. Bien sûr. Et qui a appelé son challenger qui a gagné pour le féliciter. C'est déjà une très bonne leçon de démocratie en Afrique dans une certaine mesure. Parce qu'avec moins d'1% d'écart, voilà, il pouvait magouiller, comme les gens savent très bien le faire dans la sous-région. Beaucoup de pays de la sous-région, si c'était ça, je parie que ça allait être magouillé très vite. Ils vont déclarer leur victoire en sortant les chars un peu partout, en sortant les militaires. Aller à côté, comment vous appelez, à l'ouest du Bénin, ça peut se passer. Bon, c'est un exemple assez patent. Vous allez vous faire des ennemis ce matin, Laurent. Je ne me fais pas des ennemis. Dans un pays que vous avez l'habitude de fréquenter en plus. Mais je m'en fous. Qu'est-ce que vous ferez? Un pays. En tout cas, George Weah qui a rejoint certains efforts. Soglo, par exemple, sur cette liste, c'est un de paysans, président africain démocrate a cédé le pouvoir. Oui. Ce qui est la différence entre Soglo et Weah, c'est que Weah n'a pas parlé de mascarade fumisterie. Donc, tripatouillage. Je refuse. On ne va pas tout le temps comparer, quoi. Oui, mais au moins il a cédé. Oui. Bon, il a cédé dans la paix en plus. Dans la paix, sans parler. Il y a eu une première réaction, d'accord, de chair, j'ai envie de dire. Non, mais il faut aussi dire... Et après, voilà... Il faut aussi dire que l'attitude de Weah, c'est pour éviter les troubles dans son pays. N'oubliez pas que le Libéria a connu une guerre civile assez longue, avec pratiquement 250 000 morts par le passé. Et donc, quand c'est comme ça, quand vous vous souvenez de ce qui s'est passé, vous avez l'obligation de faire preuve de paix, de préserver la paix dans votre pays. Préserver la paix. Et c'est à saluer. D'ailleurs, dans ses propos, il a dit clairement, le plus important aujourd'hui, c'est de travailler à réunir le peuple libérien, parce qu'au détour de la campagne et donc de l'élection présidentielle, il s'est dit beaucoup de choses qui ont contribué à fracturer. Oui, en fait, il faut aussi dire que dans cette affaire, c'est que celui qui est l'un des chefs de guerre, Johnson, qui avait soutenu George Weah il y a 6 ans, cette année a soutenu Joseph Boakai. Donc Joseph Boakai a une lourde charge sur ses épaules, parce que dès lors que George Weah reconnaît facilement sa défaite, ça devient un poids pour Joseph Boakai, parce que s'il faillit automatiquement, ça va permettre à George Weah de revenir encore en force. Et il a dit d'ailleurs, il se prépare déjà pour revenir. Voilà, donc Boakai, avec ce qu'il a promis, de réaliser des infrastructures, améliorer les conditions de vie des Libériens, on attend de voir s'il sera à la hauteur. Malgré son âge avancé, est-ce qu'il pourra vraiment faire quelque chose? Mais s'il faillit, c'est qu'il donnera la possibilité à George Weah de revenir en force. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que George Weah donne une leçon, pardon, autant pour moi, une leçon, c'est pas de nos habitudes, une leçon de démocratie au chef d'État de la CEDEAO. Parce qu'on a pu voir pour la prochaine élection, la dernière élection au Nigeria, qu'on ne le veuille pas, il y a un certain Peter Obi, qui a fait mal. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des voix qui s'élèvent du côté du Nigeria pour dire que Tinubu n'avait jamais gagné les élections. Oui, même si la Cour récemment a été claire sur le sujet. Oui, mais justement, écoutez, quand vous regardez les chiffres, vous regardez un certain nombre de résultats dans certains États, en dehors des grands États où
comment peut-être Lagos ou l'autre là a pu faire mal un peu, ce n'est pas pour autant ça, quoi. C'est pour vous dire quoi. Si les chefs d'État de la sous-région commencent par respecter les résultats issus des urnes, ça va beaucoup plus garantir la paix dans nos pays. Et les prochaines élections dans les pays de la sous-région, notamment le Bénin, notamment le Togo, notamment la Côte d'Ivoire, les gens auront les yeux rivés sur ça pour attendre de voir comment est-ce que ces chefs d'État vont se comporter. Même si certains pas mieux, je crois, oui, le nôtre part déjà. Oui. On verra s'il reconnaîtra entre griffes la défaite de son dauphin. Si dauphin il y a, parce que jusqu'à présent... Ah, donc c'est vrai, quand je le dis parfois, vous me dites pourquoi je ne crois pas. Donc vous posez la question ce matin. Mais non, si dauphin il y a... Non. Mais informez-moi. On ne se comprend pas. Si dauphin il y a, parce que Patrice Talon peut partir sans positionner. Sans positionner dauphin. Mais il va partir. C'est déjà arrivé par le passé. Donc il va partir. Ben oui, il va passer. Il partira. Il a été clair sur le sujet. C'est son second, donc dernier mandat, Laurent Roland-Tonniquès. Et si on poursuivait avec ceci, retour au Bénin, avec Dynamisme Info notamment, fixation fantaisiste des frais de dossier au CEP, les mises en garde formelles du ministre de l'enseignement maternel et primaire au directeur, c'est délicat. Oui, au niveau de certaines, dans les écoles privées, les gens fixent des prix en ne tenant pas compte exactement de ce que demande l'État. Et ils vont au-delà de ce que demande l'État. Et c'est déjà, les écoles privées, c'est vrai que les écoles privées nous rendent un service assez énorme. Hein. Il faut le dire clairement. Mais parfois, les surcoûts, les faux frais en griffe, parce que c'est ailleurs qu'on parle de faux frais. Mais j'ai constaté que dans le système éducatif, notamment dans les privés, il y a tellement de faux frais que si vous n'avez pas les moyens, autant mieux ne pas envoyer un enfant dans une école privée. Donc, même pour les frais d'examen, on est capable de vous prendre le double, même le triple de ce qui est demandé par l'État. Et dans ces conditions, parfois, certains parents sont choqués. Et ce qui me paraît bizarre, c'est que ces écoles oublient parfois que parmi les apprenants qu'ils ont, il y a des parents d'élèves qui sont des cadres à des niveaux donnés et qui peuvent les dénoncer. Il vaut mieux respecter, parce que déjà au niveau de la scolarité, vous réglez beaucoup de choses. Moi, j'ai un enfant dans une école, on vous demande d'aller acheter une boîte à couture. Boîte à couture, moi, j'ai quelque part dans une boutique que je connais, c'est à 500 francs qui est vendu. De la boutique d'un parent, c'est à 500 francs, on vend boîte à couture. Mais l'école demande boîte à couture et demande que c'est soit à l'école qu'on achète ça et que c'est à 1000 francs. Et puis, on envoie de l'argent pour autre chose, on dit que non, tant qu'on ne va pas payer l'argent de boîte à couture ou autre là, qu'ils ne prennent pas l'argent pour ça. Donc, il y a tellement de faux frais qu'on prend chez les parents. Et maintenant, ce que l'État demande, on connaît, et vous voulez encore doubler, tripler. Si quelqu'un se fait prendre, ça fait assez risque et péril. Merci à vous, Laurent. C'est moi.